Donc du coup, je vais enchaîner avec un petit topo sur les tests statistiques, comment s'y retrouver dans les différents tests et quelles questions se poser pour aller choisir notre test. Donc déjà, un test statistique, ça repose sur la comparaison soit de moyenne, soit de pourcentage. Donc déjà, il va falloir distinguer ces deux cas. Donc soit on se pose la première question, est-ce qu'on est dans le cas de comparaison de moyenne ou dans le cas de comparaison de pourcentage? Et quand on a ça, on se pose une deuxième question, est-ce qu'on est dans le cas de série indépendante ou dans le cas de série à parier? Et ça, donc, dans les deux cas, on le voit là. Donc si on se place dans la comparaison de moyenne, on est donc ici. On se pose donc la question, est-ce qu'on est dans le cas de série indépendante ou est-ce qu'on est dans le cas de série à parier? Alors ça, comment est-ce qu'on fait? Si on a un énoncé où on nous dit que les sujets de l'échantillon 1 ne sont pas liés au sujet de l'échantillon 2, on va être dans le cas de série indépendante. C'est-à-dire que si on compare la moyenne avec un échantillon, les personnes qui composent un échantillon 1 qui sont totalement différentes des personnes qui composent l'échantillon 2, ce sera donc le cas de série indépendante. A l'inverse, si chaque sujet de l'échantillon 1 est lié d'une manière ou d'une autre à ceux de l'échantillon 2, on est dans le cas de série à parier. Souvent, c'est quand on veut par exemple comparer la moyenne entre les mêmes personnes qui vont composer l'échantillon 1 et 2. Ce seront les mêmes personnes auxquelles on va faire subir cette comparaison. Et donc là, ce sera le cas de série à parier. Ensuite, donc ça c'est la première question, indépendant ou à parier. Deuxième question, quand on a la comparaison de moyenne, on va se demander si on est dans le cas de grands ou de petits échantillons, puisque nos tests seront différents. Si on est dans le cas où la taille des deux échantillons est supérieure ou égale à 30, on est dans le cas de grands échantillons, et on utilisera donc le test Z de l'écart réduit. Par contre, si la taille d'au moins un échantillon est inférieure strictement à 30, on est dans le cas de petits échantillons et ce qu'on utilisera, c'est le test T de student. Donc, par exemple, si je prends un exemple, on va essayer de comparer des moyennes et on a un échantillon, par exemple, de 36 personnes et un autre de 40. Les deux échantillons sont supérieurs à 30, on peut utiliser le test Z de l'écart réduit. Si, par exemple, on souhaite comparer la moyenne et on a deux échantillons, un échantillon qui est par exemple à 18 personnes et l'autre échantillon qui a 32, il y a un des deux échantillons qui est inférieur à 30, on ne peut pas utiliser le test Z de l'écart réduit, on utilisera le test T de student. Et aussi, le troisième cas de figure, si on a un échantillon de 12 personnes et un échantillon de 13 personnes, les deux sont inférieurs à 30, donc dans tous les cas, ce sera le test T de student. Donc dans la comparaison de moyenne, quand c'est les grands échantillons, c'est le test Z de l'écart réduit. Si c'est de petits échantillons, c'est le test T de student. Donc, quand on se place, donc toujours dans la comparaison de moyenne, dans le cas de deux séries indépendantes. On est donc, si on se met dans le graphe du début, dans ce cas-là. Alors, si on est en présence de grands échantillons, donc N1 supérieur ou égal à 30 et N2 supérieur ou égal à 30, donc comme je viens de le dire, c'est le test Z de l'écart réduit. Ici, la variable de décision, elle se note Z, donc ça s'écrira valeur absolue de la moyenne du premier échantillon à la moyenne du deuxième, sur la racine de l'écart type du premier échantillon au carré sur le total du premier échantillon, plus l'écart type au carré du deuxième échantillon sur le total du deuxième échantillon. Ça, donc, c'est la valeur de décision du test Z de l'écart réduit. Si on est en présence de petits échantillons, c'est-à-dire qu'il y a une des deux ou les deux échantillons qui sera inférieur à 30, donc c'est le test T de student, et là, la variable de décision s'écrit T égale à toujours la moyenne du premier échantillon moins la moyenne du deuxième échantillon en valeur absolue, sur la racine de S au carré sur le total du premier échantillon, plus S au carré sur le total du deuxième échantillon. Et là, on remarque que S au carré, on l'a dans les deux cas. Et S au carré, en fait, c'est une valeur qu'on va devoir calculer au préalable. Elle s'écrit comme ça. En fait, S au carré, c'est un peu l'écart type qui va faire un mix des deux écarts types de chaque échantillon. Parce qu'ils vont y figurer l'écart type du premier échantillon et l'écart type du deuxième. Et donc, S carré, on va le calculer avant. Ce sera N1 moins 1 fois l'écart type du premier échantillon au carré, plus le total du deuxième échantillon moins 1, fois l'écart type du deuxième échantillon au carré, sur le total du premier échantillon,
plus le total du deuxième échantillon moins 2. Et donc quand on a donc ce cas du test T de student, on va calculer d'abord S au carré, donc grâce au totaux des échantillons et aux écarts types, on trouve S au carré, on le rend dans la formule, et on trouve notre valeur de décision. Ensuite, donc là on a vu les cas indépendants, maintenant on va voir les cas à parier. Les cas à parier, donc quand on est dans les grands échantillons, toujours test Z, la valeur des décisions s'écrit Z est égal à M-0 sur donc l'écart type sur racine de n. Ici, on remarque qu'on ne compare pas les moyennes entre elles, on compare surtout la moyenne des différences à 0. Et quand on écrit M et S, c'est bien la moyenne des différences entre les deux mesures pour chaque sujet, et l'écart type S, c'est bien l'écart type des différences. Par exemple, si vous avez un énoncé et que vous avez deux listes de valeurs, donc une liste de valeurs qui s'apparente à l'échantillon 1 et une deuxième qui s'apparente à l'échantillon 2, on fait une troisième colonne dans le tableau de contingence, une troisième colonne de différence, où en fait on va faire la différence entre chaque colonne, et cette liste de différence, c'est une liste de valeurs dans laquelle on va calculer la moyenne et l'écart type, qui vont constituer notre moyenne de différence et notre écart type de différence. Et une fois qu'on les a calculés, on peut les rentrer dans cette formule et trouver la valeur de décision. De la même manière, donc si on a des petits échantillons, c'est le test T. Et donc on remarque que c'est la même formule, c'est-à-dire qu'on raisonne de la même manière, M et S, donc c'est donc la moyenne et l'écart type des différences. Donc là, on vient de finir avec la comparaison de moyenne dans le cas des séries indépendantes et dans le cas des séries appariées. Maintenant, si on s'intéresse au deuxième cas, c'est la comparaison de pourcentage. La comparaison de pourcentage. Il faut se poser les mêmes questions, donc si on est dans le cas de séries indépendantes ou dans le cas de séries appariées. Donc pareil, si on n'a pas de liaison entre les personnes des deux échantillons, on est dans les séries indépendantes. Et quand on a une comparaison de pourcentage dans le cas de séries indépendantes, on a trois tests. Le test du Q2 de conformité, le test du Q2 d'indépendance et le test du Q2 de tendance. Et donc vous remarquerez que dans votre cours, il n'y a que le test du Q2 d'indépendance qui est détaillé. Donc à l'inverse, si on a une liaison entre les deux échantillons, on est dans le cas de série appariée. Et quand on a donc une comparaison de pourcentage dans le cas de série appariée, le test à utiliser, c'est le test du Q2 de McNemar. Donc, comparaison de pourcentage dans les séries indépendantes, c'est le test du Q2 de conformité, le test du Q2 d'indépendance et le test du Q2 de tendance. Et quand on a une comparaison de pourcentage dans les cas appariés, ce sera le test du Q2 de McNemar. Donc on se place dans le cas de séries indépendantes et on va détailler le test du Q2 d'indépendance. Dans ce test-là, il faut que nos effectifs théoriques, qui s'appellent les CIJ, soient supérieurs ou égaux à 5. Ces CIJ, on les a grâce à notre tableau de contingence, et en fait, pour chaque case, on va calculer le total de la colonne fois le total de la ligne sur le total général. Et ça nous permet de calculer les CIJ dans chaque case. Et pour utiliser le test du Q2 d'indépendance, il faut que tous nos CIJ soient supérieurs ou égaux à 5. Et si c'est le cas, on peut utiliser donc nos valeurs pour aller calculer la valeur de décision, qui sera la somme des OIJ moins les CIJ au carré sur les CIJ. Et donc on va faire la somme, on va faire toutes ces valeurs de chaque case et on va les additionner pour trouver la valeur du Q2. Si les effectifs théoriques sont inférieurs à 5, donc si les CIJ sont inférieurs à 5, on ne peut donc pas utiliser le test du Q2 d'indépendance. Et donc, on va devoir passer par le test du Q2 corrigé de Yates ou le test exact de Fisher. Alors, on va voir ça. Le test du Q2 corrigé de Yates. Quand est-ce qu'on l'utilise? C'est quand les CIJ, donc déjà ils sont inférieurs à 5, mais surtout ils sont entre 3 et 5. S'ils sont entre 3 et 5, c'est le Q2 corrigé de Yates. Et donc là, on a une formule particulière aussi à apprendre. C'est donc la valeur du Q2, c'est la somme des OIJ moins CIJ valeur absolue, moins 0,5 le tout au carré sur les CIJ. Et donc pareil, on fait la somme de chaque case et on trouve notre valeur de décision. Le test exact de Fisher, on l'utilise quand les effectifs théoriques CIJ sont inférieurs à 3. Donc si on résume, si tous les CIJ
sont supérieurs ou égaux à 5, ce sera le test du qui 2 d'indépendance qu'on pourra donc utiliser, pas de souci. Par contre, si on a nos CIJ qui sont entre 3 et 5, ce sera le test corrigé de Yates. Et si nos CIJ sont inférieurs strictement à 3, ce sera le test exact de Fisher qu'on utilisera. Voilà, donc là c'est la comparaison de pourcentage dans le cas de série indépendante avec ces tests. Ensuite, dans le cas de série appariée. Donc comme je l'ai dit, le test à utiliser, c'est le test du qui 2 de McNemar. Comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, ce qu'il faut retenir dans le test du qui 2 de McNemar, c'est que pour comparer nos pourcentages, on le fait grâce aux paires discordantes et non grâce aux paires concordantes. Je m'explique. Les paires concordantes, c'est par exemple E et H. C'est-à-dire que dans l'échantillon 1 et 2, c'est la même chose. Là, dans le E, on a plus et plus. Donc, en gros, ça ne pourra pas nous aider. Dans la H, pareil, on a moins et moins. On n'a pas de différence, en fait, entre les deux échantillons. Donc là, les paires concordantes, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les paires discordantes. Par exemple, F et G. Là, entre l'échantillon 1 et 2, c'est différent. On a plus et moins et plus. Du coup, là, on va utiliser F et G pour notre test. Alors ici, la condition d'utilisation du test du qui 2 de McNemar, c'est que F plus G, donc le total de la première colonne et de la deuxième ligne, sont supérieurs ou égaux à 10. Une fois ça vérifié, on peut calculer la valeur du paramètre. Donc qui 2, la valeur, ce sera F moins G au carré sur F plus G. Voilà. Donc, comparaison de pourcentage dans les séries appariées, c'est le test du qui 2 de McNemar. De manière générale, pour tous les tests statistiques, on a une autre question à se poser. C'est si on est dans le cas de situation bilatérale ou unilatérale. Si on est dans le cas, on a une phrase dans l'énoncé qui nous dit qu'on cherche à mettre en évidence une différence, alors on est dans le cas d'une situation bilatérale. C'est-à-dire que l'hypothèse nulle va s'écrire sous la forme d'une égalité, donc comme toujours, et l'hypothèse alternative sous la forme d'une différence. Par exemple, si on a la comparaison de moyenne et qu'on dit qu'on veut montrer que la moyenne de l'échantillon 1 est différente de la moyenne de l'échantillon 2, en fait, ici, il n'y a pas de notion ni de supériorité ni d'infériorité, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien supérieure qu'inférieure, on cherche juste à montrer une différence, on est dans la situation bilatérale. A l'inverse, si on cherche à mettre en évidence une supériorité ou une infériorité, on est dans le cas d'une situation unilatérale. Donc dans tous les cas, l'hypothèse nulle s'écrit sous forme d'une égalité, ça ne change pas. Mais l'hypothèse alternative évoquera du coup la notion de supériorité ou d'infériorité. Par exemple, si dans un énoncé, si toujours on reprend le cas d'une comparaison de moyenne, si on vous dit qu'on cherche à montrer que la moyenne de l'échantillon 1 est supérieure à la moyenne de l'échantillon 2, on a une idée de supériorité, on veut pas juste montrer qu'elles sont différentes, on veut montrer qu'elle est supérieure, donc là c'est le cas d'une situation unilatérale. Et donc ça, faire la différence entre la situation bilatérale et unilatérale, ça nous sert notamment pour le calcul de notre valeur seuil. En effet, si on est dans une situation bilatérale, quand on prend un seuil alpha, notre valeur seuil correspondra au U alpha. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un seuil classique donc à 5%, on va chercher dans la table donc, du test correspondant U de 5%, dans le cas d'une situation bilatérale. Par contre, dans le cas d'une situation unilatérale, au seuil alpha, la valeur seuil, ce sera U 2 fois alpha. C'est-à-dire que si on est au seuil 5% toujours, on va non pas chercher dans la table du test correspondant U de 5%, mais U de 10%. Et donc ça, c'est bien important à retenir. Dans une situation bilatérale, c'est U de alpha, mais unilatérale, c'est U de 2 alpha. Enfin, donc le but final toujours de nos tests statistiques, c'est de conclure. Conclure, c'est donc déterminer si on rejette ou non l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que soit on la rejette, soit on ne la rejette pas, mais de toute façon, on ne peut jamais toujours accepter l'hypothèse nulle. Si la valeur du paramètre calculé, donc notre valeur de décision, elle est supérieure à la valeur seuil qu'on a aussi déterminée, alors on dit qu'on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Donc toujours, on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle, mais par contre, on peut dire qu'on accepte l'hypothèse alternative. Donc, si c'est supérieur, on rejette l'hypothèse nulle. Par contre, si la valeur de décision elle est inférieure à la valeur seuil, alors on ne rejette pas H0, on ne peut pas l'accepter non plus, mais finalement on ne peut pas conclure.
Donc ça, c'est super important à trouver, donc notre conclusion. Du coup, j'espère que ça va mieux pour les tests statistiques. Donc, en fait, ce qui est important, c'est bien de voir dans quelle catégorie on se trouve. Donc, si on est dans une comparaison de moyenne ou de pourcentage, si on est dans une série appariée ou indépendante, et si on est dans une situation unilatérale ou bilatérale. Donc ça, faut vraiment se poser ces questions-là pour après orienter le choix de notre test. Voilà. Et puis, juste pour un petit mot pour la fin, donc je voulais vous souhaiter bon courage, surtout en ce moment, et puis avec la période de révision qui va arriver. Euh, et puis vous rappeler de ne pas hésiter à nous poser des questions, parce qu'on est toujours là, donc que ce soit en perm ou sur le forum. Voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous. Bon, bah, c'était notre dernière colle. J'espère qu'on a pu vous aider tout ce semestre, plus que le mois de révision. N'oubliez pas que rien n'est joué jusqu'au dernier moment. Et je vous fais de gros bisous. Et voilà, c'est la fin de cette colle qui est aussi la dernière colle du semestre pour nous, les maths. Mais en même temps, ça veut aussi dire que vous êtes presque au bout du semestre. Maintenant, il vous reste plus que le mois de révision. Donc c'est vrai que c'est là qu'il va falloir tout donner et tenir jusqu'au bout. Mais vous êtes déjà arrivé jusque-là, alors on croit en vous. Plein du courage! Salut les loulous, l'école de maths c'est fini pour cette année, mais en tout cas je vous souhaite plein de courage pour ce mois de révision qui commence. Bisous. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage pour les prochaines semaines. Surtout, n'abandonnez pas et ne lâchez pas. Et n'oubliez pas qu'on est là pour vous, vraiment. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Bon, les loulous, c'était la dernière colle. En tout cas, moi, j'ai kiffé hein, faire des maths avec vous. Et sachez que vous êtes les plus forts. Hein, n'en doutez jamais. Vous êtes les plus forts. Moi, j'en doute pas. Et défoncez tout. Voilà, des bisous. Ça y est, le semestre touche à sa fin, alors bon courage les loulous, ne lâchez rien et surtout, ayez confiance en vous. Des bisous!